Bonjour et bienvenue à bord. Quels sont vos livres cultes, vos livres de chevet, les livres que vous emportez en voyage? On va réunir tout ça, on va vous conseiller, mais j'espère surtout que ça va être source d'inspiration pour vous au cours de cette émission. Et puis, comme invité, eh bien, on a quelqu'un dont le visage ne vous est sûrement pas inconnu, c'est Christophe Bourdon. Bonjour Christophe. Bonjour Brice. Journaliste de presse écrite, homme de télé, puis alors surtout homme de télé depuis l'année dernière déjà. C'était il y a un an déjà, oui, ça finit en juin. Dans le jeu, tout le monde veut prendre sa place, oui. Combien d'émissions de suite? J'en ai fait 133, oui. 133, ça... Je compte les défaites. Oui, mais ça fait combien de semaines sur France 2? 4 mois et demi à l'antenne, oui. Ouais. Ouf. Tout ça avec Nagui? Tout ça avec Nagui, oui. Faut du courage, non? Il m'appelle tous les jours depuis, il ne me lâche plus. J'ai dit, écoute Nagui, lâche-moi, laisse-moi tranquille, vis ta vie. Mais... Est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie de tous les jours? Ah oui, franchement, oui, parce que maintenant, je fais des émissions à la télé en Belgique. Et si je suis venu vous voir, c'est grâce à l'émission. J'ai écrit des bouquins, des quiz de questions. Et ça, c'est vraiment parce que l'éditeur français m'a vu dans le jeu, qu'il a vu que je répondais assez souvent à des questions de cinéma. Donc il m'a dit, pourquoi pas faire des quiz de questions cinéma? Oui, alors justement, donc c'est le bouquin idéal pour partir en vacances et pour faire la fête, parce que ça s'appelle Quiz Party. Exactement. Donc dans chaque livre, il y a 300 questions. C'est ça. À partager entre amis. Pour une fois, ce n'est pas sous forme de jeu, c'est sous forme de livre. Alors il y a le cinéma des années 80, le cinéma des années 90, le cinéma des années 90-10, donc exactement. des années 2000. Le meilleur cru. Et alors, il paraît, m'avait dit, c'est celui qui se vend le mieux. Le culture sexe, on ne sait pas pourquoi. En fait, pour la petite histoire, quand j'ai rencontré l'éditeur, c'était vraiment pour faire des bouquins cinéma. Et il m'avait amené un petit bouquin, le tout premier qu'il a fait, c'était sur le catch. Et je lui ai dit, mais c'est un très beau format, je trouve ça très pratique. Et j'ai dit, vous devriez en faire un sur le sexe, sur culture sexy, ça marcherait bien. Et il m'envoie un mail 3 jours après, mon chef est d'accord, vous pouvez le faire sur le sexe. Mais moi, je n'avais pas en tête de le faire moi-même. Donc évidemment, c'était un long travail d'investigation. Oui, j'en doute pas. Oui, j'ai recoupé toutes mes sources, j'ai dû voir tous les extraits de films, érotiques, etc. Enfin, ça a été très difficile à faire. Donc c'est le sexe à travers tout, à travers le cinéma. C'est ça, la littérature. Quand je dis à travers tout, oui. Oui, calmez-vous, Brice. Oui. Il y a la littérature, le cinéma, la musique, ça peut être aussi les affiches de films sexy. Oui. Donc c'est bon enfant, hein, c'est pas, il n'y a rien de trash. Et aussi, par exemple, il y a les mots du sexe, vous allez découvrir. Oui, je vois ça. Qu'est-ce que c'est une turlute, par exemple, au Québec? Et à chaque coup, il y a 3 réponses, hein, donc on peut s'amuser. Et il y a 3 niveaux de questions. Oui, la turlute, on en a une petite idée, puisqu'il y a eu un tube quand même il y a quelques années, d'un groupe québécois. Allez, pour se faire une idée, quel type de questions? En 2001, le livre autobiographique La vie sexuelle de Catherine M, ça je m'en souviens, a fait un véritable scandale et un véritable tabac, puisqu'elle en a vendu 700 000. Qui en est l'auteur? Catherine Mille, Catherine Miller, Catherine Millet. C'est quand même un peu vache, ça, hein? Bon, celle-là, elle est facile, hein, quand même. Oui, mais enfin, les noms sont quand même très proches. Oui, c'est parce que si j'avais mis Amélie Nothomb comme le bouquin de Catherine M, on n'y aurait pas cru. Hein. Surtout la vie sexuelle d'Amélie Nothomb, enfin, je ne sais pas. Alors, le cinéma, ça va faire plaisir à Niki, puisque là, il y en a sur toutes les décennies. C'est vraiment une passion. Ah oui, franchement, oui. Je suis cinéphage plus que cinéphile. Hein. J'aime bien un peu tous les genres de films. Par exemple, années 80, c'est le premier que j'écris, c'est celui où je me suis le mieux marré, parce que c'est toute mon adolescence. Donc je me suis fait plaisir en écrivant des questions sur Retour au futur, sur SOS Fantôme. Par exemple, il y a tout un chapitre sur l'équipe du Splendide, il y a des questions sur Le Père Noël est une ordure, enfin voilà. Donc c'est vraiment un plaisir, j'ai pris des films qui me plaisaient. Et à chaque coup, pour chaque chapitre, j'ai fait une petite introduction où j'essaye un peu de m'amuser, voilà, et que ce soit un peu ludique. Les années 80, c'est vraiment une décennie mythique, on se rend compte de plus en plus, ne fût-ce que par le succès de la musique de cette décennie-là, mais quand même le gros avantage de ces livres, c'est qu'on se rend compte à quel point finalement on est seulement en train de redécouvrir les années 90. Parce que quand on passe à travers le livre, qu'on voit tous les films qui sont sortis, on serait tenté de dire c'est sorti dans les années 80, tellement il y a eu de solides films. Ben oui, c'est vrai. Je pense à Basic Instinct, qui en a marqué plus d'un. Par exemple, là-dedans, dans celui-là, il y a un chapitre sur les livres qui ont été adaptés au cinéma. Au moins que ce soit dans les années 80, je ne sais plus. J'ai déjà fait il y a un petit temps. Hein. Oui, et puis quand on voit, bien sûr, Titanic, il y a le retour de Star Wars, Toy Story, c'est évidemment... Quand on veut mêler la musique au cinéma, qui chante la célèbre chanson Unchained Melody qu'on entend durant la scène de la poterie avec Demi Moore et Patrick Swayze dans Ghost. Alors encore un film. Et alors de nouveau, le coup vache, Everly Brothers, Righteous Brothers et les Mills Brothers.
Mais vous qui êtes un fan de musique, vous devez le savoir. Hein, Oui, bien sûr. Non, ça n'est, je dirais, alors, ça on peut n'est donner pas... la réponse pour celui-là? Bah oui, c'est le premier. Les Righteous Brothers. Mais non, pas les Everly Brothers. Les Righteous Brothers. Les Everly Brothers, c'était ceux qui chantaient All I Have to Do is Dream. Parce que je l'ai pris dans le détail, bien sûr, c'est les Righteous Brothers. Moi, je savais que vous êtes un collab, Brice. Vous avez tout fait tout seul? Franchement, oui. Sérieusement, oui. C'est-à-dire, j'ai choisi les thèmes. À la limite, le plus difficile, c'était de trouver les deux autres réponses, parce que comme il y a 3 possibilités à chaque question, il fallait essayer de ne pas sans arrêt donner, par exemple, un nom d'acteur. J'essaie de ne pas donner 10 fois le même nom de l'acteur dans les chapitres. J'ai fait les intros, donc vraiment, j'ai eu entière liberté de la part de l'éditeur. Et je me suis vraiment bien amusé. Donc, parfois, il y a des choix subjectifs. Par exemple, en lisant, vous pourrez voir parfois que je donne mon avis. C'est-à-dire, je peux dire dans le très bon film un tel, ou dans le gros nanar un tel. Donc, il y a toujours un chapitre introductif à chaque volet de questions. Donc, je sais que les chapitres sont aussi différents d'un bouquin à l'autre. Si jamais vous êtes fou de cinéma, que vous achetez les 3 bouquins, c'est pas toujours des thèmes sur les musiques de films. C'est vraiment. J'essaie aussi de dégager des tendances. Par exemple, années 90, il y a un quiz sur les thrillers, les films d'action, parce que c'était l'époque où il y a eu Seven, il y a eu Le Silence des Agneaux. Il y a eu beaucoup de serial killers, il y a eu beaucoup de morts sur les écrans à ce moment-là. Les années 80, par exemple, je me suis fait plaisir, il y a un thème sur les films pour adolescents, c'est-à-dire comme La Folle Journée de Ferris Bueller, mais aussi La Boom. Voilà, c'est vraiment, je me suis fait plaisir, vraiment. Et ce n'est pas dénué d'humour et d'impertinence, c'est un peu la marque de Christophe Bourdon. Écoutez, on est là pour s'amuser quand même. Hein. Qu'on a vu apparaître dans ce célèbre jeu, j'oublie toujours le nom, Qui veut prendre... Tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde veut prendre sa place, bien sûr. Qu'est-ce que ça fait de poser les questions quand on a dû y répondre? C'est mieux, c'est plus agréable, parce qu'au moins là on connaît les réponses. Alors à moi de poser les questions, puisque cette émission est consacrée aux livres cultes, à vos livres préférés, soit les livres que vous avez préférés cette année, soit... De manière plus générale. Oui. Mais moi, par exemple, cette année, je suis plongé dans Les Chroniques de l'Asphalte, le 3e tome de Samuel Benchetri, qui est aussi réalisateur de cinéma. Oui. Et là, je suis un fan absolu de Samuel Benchetri, donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, et j'adore cet auteur. Voilà, il raconte, en fait, il a décidé en 5 volumes de raconter toute sa vie. Donc là, il a eu le volume 3. Et c'est tellement bien écrit, moi je ne peux que le conseiller. C'est drôle, c'est émouvant. Et c'est vraiment, Benchetri, c'est un très grand auteur, il a aussi fait du théâtre. Et c'est vraiment, si vous ne connaissez pas encore Samuel Benchetri, lisez-le. Il est parfois malmené par la critique et pourtant c'est vrai que c'est vachement bien écrit, c'est original. Mais oui, moi j'adore. Il raconte, par exemple, dans le premier tome, le Chronique de l'Asphalte, il raconte la banlieue parce qu'il a grandi dans ces cités. Ça va tellement à l'encontre de tous les clichés qu'on peut avoir sur la banlieue. Parce qu'on a une image heureuse de sa vie, quoi. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et le deuxième volume, là, il raconte ses années de galère à Paris comme jeune photographe et c'est d'une drôlerie folle. Et on ne sait jamais ce qui est inventé, ce qui est vrai. Mais c'est juste, ça déborde d'amour, d'humour. C'est tout ce que j'aime. Benchetri, moi je suis un fan absolu de son œuvre. Alors un peu à mon tour de revenir en cette fin de saison sur un des livres qui m'a le plus plu. Ça m'a vraiment donné un plaisir invraisemblable, c'est La Carte et le Territoire. Je crois que j'avais dit sur ce plateau bien avant la proclamation du prix Goncourt qu'il a reçu, et Dieu sait si c'était mérité pour ce livre. Donc j'attire une nouvelle fois votre attention sur ce roman de Michel Houellebecq. On en a beaucoup parlé sur le précédent il y a 6 ans, et Dieu sait s'il n'aurait pas mérité pour la possibilité d'unir ce prix. Mais là, vraiment, c'est pour votre plaisir qu'il faut lire ce livre qui parle d'un tas de choses, aussi bien du marché de l'art que de la désillusion de prendre de l'âge, les rapports père-fils, tout le monde de l'intelligentsia culturelle bobo parisienne qui est bien sûr massacré joyeusement dans ce livre, mais avec en tout cas beaucoup d'humour et une certaine quand même joie. Il y a un rayon de soleil chez Houellebecq, on n'était vraiment pas habitué à ça. Donc ça s'appelle La Carte et le Territoire. Pourquoi? Vous le saurez quand vous lirez ce livre. Et puis, pour se prendre un bol d'air frais, mais quand même, ne jamais oublier que la nature n'est pas notre amie. C'est le livre de Jon Krakauer, Into the Wild. Je suppose que Christophe a vu le film de Sean Penn. Super film, oui. Tiré de ce bouquin. Bon, c'est triste, la fin évidemment est un peu triste, mais aussi il y a quelque chose d'onirique dans ce bouquin qui fait plaisir. C'est l'appel de la nature, l'appel de la forêt, sur les traces
de Jack Kerouac au début, puis ça se termine assez mal, mais en tout cas c'est très beau. C'est en poche chez 10-18. Puis vous êtes fan de rock aussi. Ah oui, franchement, et celui-là, je pense que ça va être mon prochain achat d'ailleurs. On en a beaucoup parlé, on a parlé que de ça quand ce bouquin est sorti. Finalement, il ne s'est pas très bien vendu. On ne l'a pas vu rester longtemps dans les listes des meilleures ventes. Pourtant, ça vaut vraiment le coup, ça vaut le détour. C'est vrai qu'il est très long, mais ce n'est pas uniquement pour les fans des Rolling Stones, c'est Life de Keith Richards chez Robert Laffont. Il se raconte, mais alors vraiment très bien, très naturellement. On l'entend parler quand on lit son bouquin. C'est plein d'humour. Il ne fait pas de concessions à personne, ni à lui, ni à ses copains des Rolling Stones. C'est à lire pour bien se rendre compte ce que fut la vie d'une rockstar dans les années 60 et dans les années 70 et puis après, mais là on prend le plus de plaisir, c'est pendant les 2 premières décennies. Et puis il nous raconte très bien aussi ce que fut la jeunesse de tous ces Anglais dans les années 40 et 50 et pourquoi il y a eu cette explosion de couleurs et de musique dans les années 60, le swinging London. Et puis je vous l'offre alors. Oh, voilà. C'est vrai, vous êtes adorable. Ne piquez pas, je vous l'offre. Vous êtes gentil. Mais il y a une photo de femme nue à l'intérieur. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, c'est la sienne. Ah oui, c'est vrai. Alors on va se quitter, Christophe, avec un livre très intéressant qui ne tombe pas loin de l'autobiographie de Keith Richards. C'est l'anthropologie du rock psychédélique anglais. N'ayez pas peur à l'écoute de ce titre. Le sous-titre, c'est Contre-culture, drogue et musique. C'est probablement quelqu'un que vous connaissez bien, qu'en est l'auteur, qui s'appelle Alain Peer. C'est le guitariste, entre autres, de Abbey Road, l'ancien guitariste de Such a Noise. Et puis il a son propre projet aussi qui s'appelle le Michel Drucker Experience. Oui, bien sûr, oui. Que Niki adore. Qui va nous rejoindre juste après cet entretien que je vous propose et dans lequel Alain Peer vous propose sa thèse de doctorat puisqu'il est docteur en philologie depuis quelques années et voilà donc ce qu'il a présenté comme thèse avec brio sur la vie de gens que vous connaissez très bien. C'est donc le meilleur du pire, on peut le dire. Voilà, c'est lamentable, il fallait le faire. Merci Christophe. Merci à vous et merci pour le bouquin, Life. Merveilleux. On s'est dit pourquoi ne pas terminer ce livre de bord dans cette région. Alors on est au Darville, un établissement que nous allons découvrir tout de suite. C'est sur la route de Vierde, dans la région, dans la belle campagne namuroise, pour terminer ce livre de bord avec tout d'abord des livres pour enfants. Voilà, et des livres pour enfants qui parlent de quoi de faim. Oui, et de bouffe. Et de bouffe, comme tu dis. Alors, Une faim d'ogre, c'est un livre donc, de chez Loulou et compagnie, donc l'école des loisirs. Et c'est sympa parce que c'est un livre cartonné, donc c'est pour les petits. Et qu'est-ce qu'on parle dans ce livre? Eh bien, j'ai faim. J'ai une faim d'ogre. Et c'est un gros personnage, un ogre, bien sûr, qui va devoir trouver à manger. Et on va même lui proposer à un moment donné de manger les lecteurs. Mais malgré qu'il est un ogre, il ne voudra pas. Voilà, c'est super sympa. Donc voilà, ça c'est pour un peu le thème du restaurant, puisque nous sommes ici dans un superbe restaurant. Alors on continue avec le dîner chez Pastel. Et là, le dîner, c'est un lapin qui va être servi au repas. Mais, il y a des rebondissements, bien sûr, dans ce beau livre pour les enfants. Forcément, avec un lapin, Sarah. Voilà, ça rebondit. Le lapin va trouver une astuce parce qu'il va se retrouver bien sûr dans le frigo du loup. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le découvrir en feuilletant ce joli petit livre pour vos enfants. On continue bien sûr dans les livres pour enfants, toujours dans la collection Pastel, mais là c'est déjà des livres de poche. C'est Le déjeuner des loups et Une soupe aux cailloux. On reste tout à fait dans l'univers gastronomique. Et nous voilà dans une ambiance feutrée. On va terminer à table, bien sûr. Oui, absolument. Vous n'en espériez pas moins. Et pour la bonne bouche, Niki? Alors, pour la bonne bouche, je change de fréquence. C'est le livre, le premier roman de Muriel Lona, Opinion Santé. Donc, c'est un livre sur la santé de l'âme, on peut dire, puisque elle parle ici aux femmes. C'est un message qu'elle adresse, bien sûr. Et c'est aussi un roman sur la sensibilité. C'est profondément humain, sur l'amour, sur la mère qu'on peut devenir, sur la maîtresse qu'on peut être. C'est absolument divin et c'est un retour aux sources, on peut dire ça comme ça. Je voulais absolument vous en parler parce que ce n'est pas parce que je connais bien cet auteur, mais j'étais vraiment surprise par son écriture. Donc je vous laisse le découvrir. Je change de fréquence par Muriel Lona.
Ce qu'on vous laisse découvrir aussi, eh bien, c'est le guide gourmand de Namur qui vient de paraître à la Renaissance du livre, dans laquelle nous avons découvert cet endroit somptueux qu'est le Darville. Si vous venez de France, eh bien, donc c'est également disponible en France. Ça vous permet de bien manger dans cette splendide contrée qu'est le Namurois, n'est-ce pas Niki? Et dans un cadre absolument divin. On va sacrifier à la tradition dans ce livre de bord en terminant avec 3 livres de poche. Le premier s'appelle Les secrets du Vatican. C'est dû à la plume de Bernard Lecomte qui a été grand reporter à la Croix. Donc vous allez me dire, il sait de quoi il parle, mais aussi à l'Express et aussi rédac-chef du Figaro Magazine. Il aborde à peu près une vingtaine de grandes questions. On s'est dit, il y a eu peut-être des conspirations au sein du Vatican. Ça va du silence de Pie XII face au nazisme allemand jusqu'à l'Opus Dei avec Jean-Paul II, la mort de Jean-Paul Ier ou encore l'élection de Benoît XVI. Ça vient de sortir chez Tempus. Si vous aimez un livre noir et si vous aimez les livres, on vous propose de joindre les deux grâce à... Oui ? J'adore la couverture. Ah oui, ça, magnifique, c'est une trouvaille. Hein. Donc, vu l'angle de la photo, c'est à la fois un cercueil, mais c'est aussi un livre. C'est dû à la plume d'un romancier danois qui s'appelle Mikkel Kierkegaard, et non pas Kierkegaard, qui nous pas plonge un nom pour moi, ça, hein. Dans les affres d'un héritage que fait un libraire qui vient d'hériter de la librairie de son papa, mais il va découvrir qu'il appartient à une société secrète de lecteurs qui vous manipule et peut vous pousser au meurtre. Vous l'avez compris, c'est un roman noir et ça a paru chez 10-18. Enfin, là, c'est un auteur belge, Karin Geerts, avec Golgotha chez Brumerge, qui réaborde le vieux mythe du premier texte de la chrétienté. Ici, il s'agit de textes manuscrits de la main de l'évangéliste Marc. Donc, on est un siècle avant les premiers textes que l'on possède aujourd'hui. Bon, ça rappelle un peu, évidemment, le thème du 5e évangile de Michel Faber, qui était sorti il y a 2-3 ans. C'est beaucoup plus sérieux que Michel Faber et ça nous plonge dans le questionnement de que se passe-t-il si on découvre un texte qui est de la main de quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Donc, Karin Geerts, Golgotha, c'est chez Brumerge. Sur ce... J'ai entendu un bouchon qui vient de... Autrement dit, nous allons laisser le cours des émissions reprendre sur Liberty TV. On vous souhaite, en vous donnant rendez-vous, même jour, même heure, la semaine prochaine, une bonne lecture et surtout une belle évasion. Sur Liberty TV.